Chers compatriotes, aujourd'hui la France... L'association Solidarité. Les crimes organisés. Chi come noi hanno sempre combattuto. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Contraste où sur ce plateau, comme d'ordinaire, nos partenaires de RCFM et Corse Matin. Guillermo Padovani, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Patrick Vinciguer. Bonsoir. Pas de politique aujourd'hui en cette période d'élection législative, même si on ne peut nier la dimension politique, économique et sociologique de la thématique que nous allons aborder et l'importance qu'elle revêt au sein de la société insulaire. C'est de sport et plus particulièrement de football dont nous allons parler. Et pour ce faire, nous recevons Didier Ray, historien et maître de conférence à l'Université de Corse. Didier Ray, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous rentrons dans le vif du sujet avec une première question. Près de 30% de la population corse pratique un sport, c'est plus que la moyenne nationale. Alors comment expliquer cet engouement? Est-ce le footballeur lui seul qui tire la pratique vers le haut? Ce fut le cas. D'abord, bonsoir et merci de m'avoir invité. Le football a été effectivement la locomotive pendant très longtemps. Aujourd'hui, il tend à être supplanté par le tennis, par les pratiques de pleine nature et par les sports nautiques, évidemment. Il y a là un développement lié au tourisme qui est incontestable. C'est le grand changement avec les années 70 où l'on avait un football omniprésent, omnipotent, qui était à lui seul pratiquement la pratique sportive. Aujourd'hui, il y a une grande diversité en Corse et il faut, je pense, le lier vraiment à un aspect économique et de santé également. Pas un désamour pour le football? C'est pas qu'il y a un désamour pour le football, c'est que la concurrence hier était très réduite, aujourd'hui elle est très grande. Et donc, forcément, les jeunes générations se dirigent vers d'autres sports, d'autres pratiques. Est-ce qu'on peut considérer que les échecs font partie de la concurrence? Les échecs qui sont devenus un véritable phénomène ces dernières années, grâce d'ailleurs au président de la Ligue, Léo Batteste. On compte quelques 7000 licenciés. Est-ce un sport d'ailleurs? Oui, c'est un sport. En tout cas, les échecs sont considérés comme un sport. 7000 licenciés, c'est énorme, puisque la Ligue corse de football, je crois, compte à peu près 10 000 licenciés. Donc, on voit la comparaison. Si c'est un concurrent pour le football, je ne pense pas. Je pense que quand même, il y a deux publics très différents. Compatible. C'est compatible, tout à fait. Mais le sport, c'est aussi de la cohésion, du lien social. Quels sont les meilleurs exemples, finalement, de cette cohésion, de ce lien social? Est-ce que le foot, aujourd'hui, est toujours le meilleur exemple, parce que c'est un sport populaire, est-ce qu'il est toujours le meilleur exemple de cette cohésion sociale indispensable? Si vous voulez, le problème, c'est que le sport n'est pas un lien social. Il peut l'être, il peut être exactement le contraire. Et je crois que un des lieux communs desquels il faut sortir, c'est celui-là. Le sport ne crée pas forcément du lien social, il peut au contraire faire éclater des communautés, il peut opposer des communautés, donc il peut être exactement le contraire. Alors le football aujourd'hui, lien social, oui, il le reste, mais lorsqu'on regarde quand même les comportements sur les terrains ou autour des terrains, notamment en amateur et puis dans les catégories de jeunes, il y a quand même des questions à se poser. La situation s'est dégradée, selon vous? Dégradée, non, c'est pas qu'elle s'est dégradée, c'est qu'il y a eu des efforts qui ont été faits pour lutter contre les violences, notamment vis-à-vis des arbitres, incontestablement. Mais à ce niveau-là, le sport reste intimement lié à la société et l'un déteint sur l'autre, l'une déteint sur l'autre. Et qu'on le veuille ou non, on trouve aussi des tensions dans le football qu'on rencontre dans la société. Je dirais, comment expliquer on a sur des terrains des équipes avec des joueurs qui viennent d'horizons très divers et de pays très divers. Comment expliquer qu'on voit très peu dans les tribunes de Fouriane, par exemple, ou de l'ACA ou du GFCA, de jeunes Corses issus d'autres communautés? Alors, c'est un changement par rapport aux années 70 où on commençait à avoir justement des jeunes issus de l'immigration qui étaient supporters du Sporting. Pour tout à fait autre chose, j'ai eu à en interroger quelques-uns il y a 5-6 ans de cela, qui me disaient, il y a quelques années encore, j'étais supporter du Sporting et puis maintenant, plus. Ils n'entraient pas dans les détails, mais ils se sentaient peut-être mal à l'aise dans les tribunes, en tout cas par rapport au football corse. Et ils reportaient finalement leur passion footballistique essentiellement sur l'Olympique de Marseille. Ce qui n'est pas un hasard, qui est aussi, n'oublions pas, un club entre guillemets corse, par le nombre de gens qui restent supporters de l'OM. À ce propos, en parlant d'intégration, je voudrais avoir votre sentiment sur la Squadra Corse qui a joué la semaine dernière à Ajaccio contre le Nigeria. Sont sélectionnés des joueurs corses de sang corse. En revanche, les joueurs, des joueurs qui sont nés ici en Corse,
mais qui ont des noms qui ne sont pas d'ici. Je pense à Wabi Kazri, qui est né à Ajaccio, qui était formé au Sporting. Je pense à Chouki Ben Saada, qui est né également à Bastia, qui a été formé à Bastia. Pourquoi ils ne sont pas sélectionnés? Pourquoi on ne sélectionne que des joueurs de sang corse? Est-ce que ces jeunes que je viens de citer sont moins corses parce qu'ils n'ont pas un nom corse? Attention, la squadre a sélectionné aussi d'autres joueurs qui n'étaient pas de sang corse précédemment. Pas contre le Nigeria, mais pour les matchs en bas. Non, la squadre corse je pense que c'est dans l'optique des dirigeants de la squadra corse, c'est de représenter cette communauté de destin. C'est-à-dire, je crois que... Elle n'y est pas, en l'occurrence. Sur ce match-là, elle n'y est pas, mais elle y a été précédemment. Et je crois que de ce côté-là, je fais entièrement confiance aux organisateurs. La squadra corse, c'est une chance. Le regret que j'ai profondément, c'est que ça n'a jamais été réellement à l'agenda, ni sportif, ni politique, des 40 dernières années. Lorsqu'on regarde le parcours de la squadra corse, il est parcellaire, il est entrecoupé de périodes qui n'ont aucun lien entre elles. Et c'est dommage, parce que la squadre pourrait être effectivement le peuple corse d'aujourd'hui, en action, si j'ose dire, sur le terrain, la communauté de destin sur le terrain. Et puis il y aurait un avantage sportif indéniable, c'est se confronter régulièrement avec le haut du panier international. Et puis ce serait également en termes d'infrastructures, vous évoquiez tout à l'heure les infrastructures en mauvais état, ce serait de la part de l'UEFA notamment la possibilité d'obtenir des moyens pour mettre en œuvre une autre politique sportive. La squadre peut être une chance, vraiment. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Didier Rey, les insulaires de façon générale se reconnaissent dans cette squadra corse? On a vu ce match le 26 mai dernier, qui au final a mobilisé un public vraiment très clairsemé. Ben, le problème, c'est qu'à un moment donné, vous vous heurtez à une simple réalité, c'est lorsqu'il n'y a pas de sélection officielle et de compétition, surtout en fin de saison, voilà, il n'y a pas d'enjeu. Et donc, une squadra corse qui pouvait remplir des stades il y a 40 ans parce que c'était un événement, aujourd'hui c'est devenu, entre guillemets, commun, il manque l'aiguillon de la compétition. Aujourd'hui, est-ce que cette squadra corse est politique ? On voit que c'est admis, les gens sont satisfaits d'avoir une squadra corse et sont fiers d'avoir une squadra corse, mais est-ce que c'est un acte qui est aussi politique, selon vous? Alors, politique, comme ça pouvait l'être il y a 25 ou 30 ans, non, incontestablement. Ça, vous l'avez dit fort justement, ça s'est banalisé, c'est très bien. Et le fait que ce soit dépolitisé de ce côté-là, c'est très bien. Parce que la squadra corse doit être, comme je disais tout à l'heure, vraiment cette communauté de destin. Le regret que j'ai, c'est que autour des années 88, 89, 90, il y avait des possibilités, ça a été fait par Tahiti à ce moment-là, ça a été fait par la Nouvelle-Calédonie à ce moment-là, il y avait peut-être des possibilités de poser la question à l'agenda politique pour une reconnaissance. Ça n'a jamais été fait, c'est dommage, parce que là je pense vraiment qu'il y avait un élément de cohésion pour la Corse qui aurait été vraiment très intéressant. Aujourd'hui, les rapports de force, je veux dire à l'UEFA, laissent difficilement penser qu'on puisse passer vers l'officialisation. On va parler de sport. On en parle souvent en termes de notoriété, d'image, de retombées économiques. Au-delà du football, auquel nous allons consacrer une grande part de cette émission, sait-on évaluer ce que représentent aujourd'hui de grandes manifestations sportives, comme par exemple le Tour de Corse automobile? Alors, c'est l'éternelle question. Il n'y a jamais eu d'évaluation réelle qui ont été faites, jamais. Pour le Tour de France, la Corse devait devenir... Une étude était prévue? Oui, une étude était prévue. Bon, elle viendra certainement un jour. J'espère que ça ne fera pas comme l'autoroute Foriani-Foriani de Pasqualini. Mais le Tour de France devait être, bon, je l'avais dit sur votre plateau, ça ne changera rien. Un grand événement, c'est avant tout un spectacle. Donc, effectivement, ça a des retombées ponctuelles dans les secteurs économiques. C'est incontestable. Ça ne peut pas être un événement qui va entraîner un développement du sport, sauf si ce grand événement est compris dans une politique à long terme de développement sportif. Là, oui. Là, on ne parle pas de développement du sport, on parle de développement économique. Oui, mais ça même se dit, le développement sportif fait partie du développement économique, les enjeux du sport. C'est comme si demain, vous faites venir un grand cirque en Corse et vous allez dire, eh bien, en faisant venir le cirque, on va créer des écoles de cirque. Ça ne changera rien. Le cirque va venir, il y aura un événement économique, ça va rapporter de l'argent sur le moment, mais ça ne changera rien. Donc il faut bien être conscient que le Tour de France, le Tour de Corse, c'est très important ponctuellement, mais pour le développement économique et sportif, il faut un plan réel. Et pour l'image de la région, de la Corse, c'est important? Oui, c'est important, mais encore une fois, l'essentiel a été fait. Lorsque l'on dit ça a des retombées mondiales, certes, mais soyons clairs. On ne sait pas comment les mesurer. Voilà, on ne sait pas ce que je veux dire, on ne sait pas comment les mesurer. Deux, les populations à haut revenu sont déjà concernées, elles connaissent déjà la Corse. Ça a été déjà fait, donc ça rajoute un peu, mais ce n'est pas déterminant. Que le Tour de Corse ou que le Tour de France qui passe en Corse soit vu au Lesotho ou soit vu au Swaziland, c'est très bien. Alors est-ce que le football, lui, génère un développement économique? C'est la même chose. Alors le football, bien évidemment, la différence c'est qu'il emploie des gens à l'année.
sur le long terme, et effectivement, il a un impact sur la vie quotidienne. Ça, c'est un impact certain. direct. Direct, tout à fait. Mesurable, quantifiable par le nombre de personnes employées, les salaires versés. En impact indirect, je pense à l'image, c'est à double tranchant. C'est à double Quand on tranchant. voit les incidents dans les tribunes, c'est pas forcément c'est à double une bonne chose tranchant. pour tout à fait. c'est-à-dire de la Corse. C'est ça. La question est ancienne, effectivement. Ça peut être très bon. Lorsque le Sporting était en Coupe d'Europe il y a 40 ans, cette année, c'était effectivement quelque chose d'exceptionnel. Bon, les incidents de cette année renversent totalement la vapeur. Donc c'est toujours très fragile et très ponctuel. Alors, nous avons 3 clubs professionnels, le Sporting, l'ACA, le GFCA. C'est beaucoup pour la petite... pour la plus petite ligue de France. Mais combien de clubs amateurs, de clubs de village? Est-ce qu'on le sait exactement? Oui, on le sait. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais oui, la Ligue Corse de football le donne. Alors, c'est beaucoup. Vous savez, il y a pratiquement 50 ans, en 68, le regretté Victor Siné publiait un article à un moment où les choses semblaient idylliques. Le Gaz venait de remporter son 4e titre de champion de France amateur. Le Sporting venait d'accéder à la Ligue 1, la première division de l'époque. Et l'ACA s'était maintenu après sa première saison. 68. Voilà, 68. Et il disait, attention, on va à la catastrophe. À l'époque, tout le monde s'est moqué de lui. Il disait, la démultiplication de clubs, le maintien de tous ces clubs à un haut niveau pour l'époque, va à un moment donné s'effriter. Et la réalité économique, disait-il, de l'époque et la réalité démographique font qu'on ne pourra pas continuer comme ça. Déjà à l'époque. C'était il y a 5 ans. 68. Les leçons n'ont pas été tirées de l'article de Victor Siné. Le fait d'avoir à ce moment-là 2 clubs, ne serait-ce que sur Ajaccio, 2 clubs professionnels, c'est pourtant un bien pour la diversité, pour le sport, pour le football en général, mais c'est un fil à la patte. Oui, c'est-à-dire, bien sûr, vous avez raison. On en parlait économiquement tout à l'heure. Le fait qu'il y ait 2 clubs, cela fait des emplois sur place, etc., etc. Après, la question qui se pose, c'est sportivement, en termes de résultats, si on veut que les clubs corses jouent un certain rôle, quel intérêt d'avoir 3 clubs professionnels en Corse? La vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est quelle place pour le professionnalisme en Corse, enfin à mon avis, et je crois qu'il faudrait réfléchir justement sur l'avenir du professionnalisme. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Il y a 50 ans, la question se posait déjà. À l'époque, le Gaz avait refusé de passer professionnel d'ailleurs, pour éviter de se trouver confronté à certains problèmes. Aujourd'hui, on le voit bien, les situations sont toujours très difficiles sportivement. Mais justement, c'est compliqué, puisqu'il y a évidemment un aspect identitaire très fort qui est lié. Dire aujourd'hui qu'il n'est plus pertinent d'avoir 3 clubs professionnels lorsqu'il est question d'identité, c'est quand même compliqué. Oui, je ne dis pas qu'il n'est pas pertinent d'avoir tel club, je dis qu'il faut réfléchir sur l'avenir du professionnalisme. On ne peut pas aujourd'hui continuer à pratiquer le professionnalisme comme on le faisait il y a 50 ans. Ensuite, en termes identitaires, bien sûr, même si là aussi il faut réfléchir parce que... Est-ce que vous estimez clairement, on a vu ce fameux projet dont on a beaucoup parlé, le projet du Sporting, à Goursigaki Binch, on a présenté, les élus le font parfois, y compris à l'Assemblée de Corse, le Sporting Club de Bastia comme un élément constitutif du patrimoine. Est-ce que vous considérez que c'est le cas? Est-ce que c'est un élément patrimonial? Alors, le football est un élément patrimonial. Le Sporting, c'est vrai, plus particulièrement. Pour autant, essentiellement encore trop malheureusement dans le discours et dans la représentation, mais pas dans la réalité. Ou je dirais, mais plus dans la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est bien de dire le Sporting ou le Gaz de la CA sont des clubs corses. Bien sûr, bien évidemment, représentent quelque chose. C'est vrai. Concrètement, quel est leur investissement social, culturel, réel, au-delà de la mise en langue corse de quelques sites ou de quelques messages? Autrement dit, est-ce que ces clubs s'enracinent réellement en profondeur dans la culture corse d'aujourd'hui? Pas la culture corse fantasmée par les réseaux sociaux. Des entreprises, selon vous? Mais oui, mais c'est normal, hein, en même temps, mais les deux ne sont pas incompatibles. Aujourd'hui, les entreprises bien ou mal gérées, mais les entreprises. Tout à fait. De toute façon, le football professionnel, ce sont les entreprises. Il faut être clair. On ne va pas se cacher. L'objectif, c'est gagner de l'argent. Bien sûr, c'est pas normal. Faire de l'identité. Mais on peut faire de l'identité intelligente et gagner de l'argent. C'est ces deux qui doivent être compatibles. Et je crois qu'aujourd'hui, les clubs corses ne le font pas ou ne le font pas assez. Et c'est par là que ça pêche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le Sporting, pour en rester sur lui, puisque vous me posez la question, a une telle image qu'à un moment donné, les supporters ou les gens qui s'intéressent au club ont une impression de trahison. Parce que le club ne représente pas ce qu'il pense qu'il est. Et à ce moment-là, il y a un décalage profond et une sorte de rejet. Mais est-ce qu'au final, le football en général et ce club en particulier ne reflètent pas tout ce qui se passe au sein de la société insulaire? Ses difficultés, parfois ses dérives
Oui et non, parce que, oui, bien sûr. On pense à Fouriane, on ne peut pas ne pas penser à Fouriane. Bien sûr, mais Fouriane, c'est la conséquence également. 92 en tout cas. Oui, j'avais compris. Fouriane, c'est aussi la conséquence, effectivement, d'une non-politique sportive, mais c'est aussi, indirectement, qu'on le veuille ou non, mais à culpa de notre côté, la conséquence indirecte du victimisme. C'est-à-dire que l'on s'est plaint en permanence que les instances nous obligeaient, soi-disant, à avoir des stades aux normes, et on disait non, mais nous, on ne peut pas. Alors qu'on a vécu sur des dérogations de nombreuses années, exactement. Et ça aboutit à 92. Ça aboutit à 92. 92 n'est pas le fruit du hasard. Il tient aussi à un mode de fonctionnement qui nous est propre, qu'on le veuille ou non. Les premiers responsables, il y a bien sûr d'autres responsabilités, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais qu'on le veuille ou non, le club et les instances restent quand même les premiers responsables. Et nous-mêmes, par nos modes de comportement. Elles sont bien donc un miroir de cette société. Elles sont un miroir de cette société. En même temps, elles peuvent aussi apporter autre chose et laisser entrevoir autre chose. Pour les groupes de supporters, il y a 2 mois de ça, j'avais organisé une journée d'études à Corté. Il y a des choses intéressantes à faire avec les supporters. Le problème, c'est qu'on les considère trop souvent comme un problème, justement. Et non pas comme un élément de la solution. Et non pas comme des partenaires. Or, ces jeunes... ils sont parfois un problème. Ils sont parfois un problème, mais sont un problème. S'il y avait un vrai partenariat, ils ne seraient peut-être pas, à un moment donné, un problème. Après, bien sûr, les choses ne sont pas aussi simples que cela. Mais tant qu'il n'y aura pas de lien réel entre les clubs et leurs supporters, un vrai dialogue, une vraie reconnaissance mutuelle, on aura des soucis, bien sûr, on aura des soucis. Et là-dessus se greffent d'autres enjeux politiques incontestables. Justement, depuis quelques années, donc, le football, et plus particulièrement autour du sporting, est synonyme de violence. On en vient à confondre les deux. Est-ce que c'est pas avoir un petit peu la mémoire courte? Je vais vous demander de commenter quelques images qui, pour le coup, sont très anciennes. Et vous allez nous dire d'où elles viennent. Regardez. Oui, j'y étais. Pas sur le terrain, mais dans la tribune ouest. Donc ces images, elles datent de quand? Oui, ça doit être Bastia-Sochaux, le match de Coupe de France, non donc je ne sais plus si c'était 83. C'est 83. C'est 83, 84. Voilà. Oui, je m'en souviens. Donc on a tous les ingrédients, fumigène, bagarre, envahissement de terrain, une banderole qu'on va peut-être voir qui est quand même très particulière. Oui, je m'en souviens. Oui. Voilà, donc il est question des vampires de Fouriane. Les vampires de Fouriane, bon, je dirais, ça relève quand même. Est-ce qu'on pourrait encore voir on ne peut pas imaginer des images pareilles aujourd'hui sur un c'est là qu'on voit le changement profond avec il y a une trentaine d'années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a ce genre de... Et il ne s'agit pas de relativiser ce qui se passe aujourd'hui. Non, absolument pas. Mais si aujourd'hui vous avez ce genre de choses, bon, le terrain est suspendu pour 2000 ans, il faut pas... et le club disparaît probablement. Donc il y a eu une véritable, qu'on le veuille ou non, une vraie pacification des tribunes et une vraie pacification sur le terrain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, attention, c'est sans relativiser ce qui s'est passé, c'est pas ce que je veux dire. Mais si l'on doit comparer avec ce qu'il y a eu, ça n'a rien à voir, incontestablement, rien à voir. Mais cette année, quand même, ça a été un chemin de croix, Didier Rey. Depuis l'affaire de Reims, d'ailleurs. Oui, ça a été un chemin de croix. L'affaire de Reims n'est pas réglée, et ça pèse très lourd. Et là, effectivement, on sort largement du cadre sportif, il faut rejoindre le cadre politique, qu'on le veuille ou non. Et le fait du non-règlement de l'affaire de Reims, le fait de se sentir pour le coup victime et d'être en quelque sorte en marge de la justice, d'être mis en marge de la justice, effectivement, ça n'a pu qu'aggraver les choses. Et le fait qu'il n'y ait pas eu non plus peut-être assez de dialogue entre les clubs et les supporters, ça n'a fait que rajouter à la situation. Est-ce qu'on peut véritablement comparer les violences qu'on vient de voir qui datent du passé avec celles d'aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, ça déborde sur d'autres terrains que le terrain de football. On l'a vu à Corté, des banques incendiées, des tags politiques sur le devant de Ça n'a rien de comparable. Ça n'a rien de comparable d'abord, premièrement. Là, c'était cantonné au foot. On ne parlait que de foot, pratiquement. Oui et non, on va voir quelques images, justement, de ces débordements, de ces jeunes dont nous allons parler, qui ont un profil un peu particulier. Alors, on ne sait pas où on se situe. Ce sont des étudiants, ce sont des supporters. Supporters militants, on pourrait dire, presque. Alors, je sais pas si on voit les images d'abord. Oui, on va les voir. Voilà. Ce sont des étudiants que nous avions rencontrés, qui avaient témoigné sous couvert d'anonymat et qui expliquent que, ils ont une vie tout à fait normale. Ils sont pas nécessairement. Ce sont des supporters, mais ce sont des gens comme tout le monde qui travaillent ou qui vont à l'université. Et on a le sentiment d'une forme de radicalisation née dans les stades de foot. Alors, je crois que la différence avec 83. D'abord, là, on le voit bien, ça se passe en dehors du stade, ça c'est le premier point. Le second point, c'est qu'en 83, il n'existait pas, hormis sur le papier, il n'existait pas de club de supporters.
Ça n'existait pas. Les gens allaient au stade et les envahissements étaient le fait de groupes d'amis, de bandes qui descendaient sur le terrain. L'autre élément, c'est que les groupes de supporters aujourd'hui sont intimement liés au mouvement ultra. Ce ne sont pas des hooligans. Il faut arrêter là. Et malheureusement, même les pouvoirs publics, en confondant, à mon avis, volontairement les deux, en utilisant le terme hooligan et non pas ultra, n'apportent pas la sérénité dans le débat. C'est clair. Non, la différence, je crois, avec les années... Il y a eu dans les années 70, le stade a été une tribune politique. Mais avec une différence fondamentale. C'est que on pouvait être amené à la politique par le football, par le sporting. Le sporting a été, bien malgré lui, un vecteur de naissance chez certains jeunes, des gens de ma génération notamment, du nationalisme. Aujourd'hui, le nationalisme des jeunes précède l'investissement dans le groupe de supporters et dans le club. Donc c'est totalement différent. C'est-à-dire le groupe de supporters aujourd'hui est organisé, mais sa sensibilité politique est antérieure. Il peut aussi, attention, il peut, entre guillemets, nationaliser des jeunes qui vont être intégrés. C'est une différence fondamentale avec le passé. Est-ce que vous pensez qu'il existe 2 poids, 2 mesures lorsqu'il s'agit de club corse, lorsqu'il s'agit justement de Corse, lorsqu'il faut traiter justement des incidents qui se déroulent? Est-ce que vous pensez que... Alors, 2 poids, 2 mesures. On va être clair. Il y a eu incontestablement, et je pense que malheureusement, il y aura des situations où il y a eu et il y aura 2 poids, 2 mesures. Maintenant, ce que je pense, je veux dire, là, en tant qu'universitaire, par rapport aux recherches que je mène ou les documents, les entretiens que j'ai pu avoir avec des spécialistes des supporters. On est dans un football qui est un football marchandisé, un football métropolisé, c'est-à-dire de grandes villes, et il est évident que des clubs comme Bastia représentent pour les instances nationales le passé, c'est-à-dire quelque chose qui doit disparaître. Mais Bastia n'est que l'archétype de ce football qui doit disparaître. Donc, c'est un football qui n'est pas propre sur lui, qui n'a pas une image très policée. Voilà. C'est un football qui ne correspond pas. Qui a des joueurs et des supporters turbulents, c'est ça? Oui, et puis qui ne correspond pas à la marchandisation et au spectacle. Dernièrement, la Ligue professionnelle de football a publié son projet de développement du football pour les 5 années à venir. Il y a une fois, je crois, je ne vais pas vous dire de bêtises, il me semble qu'il y a une fois le mot supporter. Et c'est pas dans une phrase particulièrement gentille. Autrement, on parle de fans, c'est-à-dire de consommateurs. De clientèle. De clientèle, pas de clients. Or, le football, entre guillemets, d'hier, celui qui représente le Sporting, dans le Sporting est l'archétype, c'est exactement le contraire. Avec d'autres clubs. Voilà, avec d'autres clubs du continent. Bon, on se souvient de ce qui est... Guingamp, d'autres équipes. Voilà, et puis on va citer, écoutez, deux cas. Quand vous parlez, vous défendez l'idée qu'il y aurait 2 poids, 2 mesures, est-ce que vous ne confortez pas les supporters que l'on a vu tout à l'heure dans leur sentiment de victimisation, ce sentiment de persécution? Alors attention, j'ai bien dit, dans certains cas, mais ce n'est pas propre au club corse. On va prendre 2 cas bien connus. Pendant l'année où le CAB a accédé à la 2e division. C'est Rouen qui finit 3e, et pas le CAB. Rouen est pénalisé de 3 points. Et le CAB, donc, passe devant. Rouen est pénalisé de 3 points parce qu'il ne correspond plus économiquement. Il est, entre guillemets, liquidé et renvoyé à ses études. Pratiquement au même moment, ou l'année d'avant, l'affaire Luzenac. Petit club d'un petit village, on peut l'appeler comme ça, de l'Ariège, qui accède à la 2e division. Sportivement, et qui est tout ça, administrativement exécuté, sans autre forme de procès. La chute presque sans fin du club d'Auxerre. Là, encore une fois, qui cette année s'est sauvé de justesse de la relégation nationale. Bref, il y a des tas d'exemples qui nous montrent que c'est ce type de football-là qui n'est plus aujourd'hui en odeur de sainteté. Et pas un sentiment anti-corse. Alors, ensuite, il est évident que la Corse a très mauvaise presse, on le sait bien. Donc, si vous voulez, l'image négative de la Corse n'est qu'un élément qui se rajoute à un ensemble qui est beaucoup plus large et qui est celui de la transformation totale et définitive du foot. C'est bien un sentiment à la base, le sentiment d'être dénigré, d'être pris d'être pris pour bouc émissaire, qui est à l'origine, après les incidents de cette fameuse rencontre à Reims, de ce cycle où l'on voit se succéder des manifestations, des interpellations, des procès, de nouvelles manifestations. Oui, c'est vrai, mais le drame, à mon avis aussi, un des points essentiels, c'est que ce victimisme, hélas, pour le coup, avec raison, mais très souvent, souvent en tout cas, ce victimisme est cultivé lorsqu'il n'y a pas de raison d'être. Or, le victimisme conduit forcément à l'opposition systématique et à ne jamais se remettre en cause. On l'a dit tout à l'heure, le victimisme nous a conduit à un 5 mai 1992. Et donc, il y a des raisons objectives et réelles
qui font que les clubs corses ont, les exemples abondent, été plus sanctionnés que les autres. Et vous avez écrit... Pardon, oui. Vous avez écrit que les clubs en Corse, principalement le Sporting, a besoin de se construire par rapport à un ennemi. Et oui, parce que c'est le problème. Un ennemi imaginaire. Exactement. Et c'est le problème. Et c'est là, vous voyez, qu'à mon avis, la Squadra Corsa officielle aurait été quelque chose d'excellent. Parce que pour le coup, nous aurions été les seuls responsables de nos échecs. On n'aurait pas pu incriminer, on aurait toujours pu incriminer l'arbitre, c'est de bonne guerre. Mais du coup, on n'aurait pas pu dire c'est la faute à la Fédération française, c'est la faute à la Ligue nationale. Non. C'est notre faute. Qu'il y a peu de temps, l'ennemi juré, c'était Frédéric Thiriez, le président de la Ligue. Ça fait un an qu'il y est plus, les choses ne se sont pas arrangées. Les choses ne se sont pas arrangées. Et avant Thiriez a aussi donné le bâton pour se faire battre. Ça peut être aussi des médias, des journalistes. Non, mais en fait, il a joué aussi le rôle. Il a été parfaitement. Le problème, c'est que la partition du victimisme. Parfait dans le rôle du méchant. Voilà, exactement. Et en fait, la partition du victimisme, il faut être deux pour la jouer. Et le problème, c'est que, effectivement, dans cette mise en scène, chacun joue bien son rôle. Et c'est ça qui me rend toujours très pessimiste pour l'avenir. Mais justement, cette victimisation, est-ce que ce n'est pas aussi, de façon très paradoxale et malheureuse, pouvons-nous dire, est-ce que ce n'est pas aussi une force pour le Sporting, qui a besoin, dans un monde footballistique et qatarisé aujourd'hui, justement, de pouvoir... C'est aussi une façon de s'affirmer. Est-ce que ce n'est pas justement... une force, mais aussi un danger. Mais c'est exactement cela. C'est ce que nous disions au début pour le sport, c'est-à-dire qu'on voit bien là les deux problèmes. Ça peut être, dans certaines circonstances, une force qui permet de ne pas disparaître. Mais en même temps... Ça a ses limites. Voilà, et ça a ses limites, ça nous maintient toujours, finalement, je dirais, dans un sentiment non avoué d'infériorisation par rapport à l'autre. L'autre quel qu'il soit, l'autre avec un grand A. Parce que justement, on n'arrive jamais à dépasser cette prise en main de soi-même, cette affirmation de soi-même pour ce que l'on est. On a toujours besoin, finalement, de cette justification. Et c'est là que, vous voyez, que la Squadra Corsa officielle aurait été quelque chose de très bien. Que vous évoque le slogan de Bastia 1905, Nadi per soffre? Mais voilà, c'est exactement cela. Bon, c'est un slogan qu'on retrouve aussi dans les clubs ultra italiens ou les clubs ultra sur le continent. Donc, oui, il y a aussi, je crois que c'était en 2012 ou 2013, un texte qui avait été publié par 1905 et je crois que ça se terminait, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que ça se terminait par Bastia contre tutti. Donc voilà, c'était... oui, ça fait partie du jeu, ça fait partie du jeu. Le problème, c'est que chez nous, et puis aujourd'hui avec les réseaux sociaux, le victimisme se renforce d'autant plus que hier, le victimisme était véhiculé par des récits interpersonnels. Bien, ça marchait, ça marchait bien. Aujourd'hui, les réseaux sociaux lui donnent une force, une vigueur, où l'on peut, entre guillemets, voir, entre guillemets, je dis bien, la vérité, voilà, la preuve, elle est là. Et ça, effectivement, c'est un grand changement. Et aujourd'hui, vous n'avez pas tout à fait répondu. Est-ce qu'il n'y a pas un mélange des genres avec la politique Il y a toujours eu un mélange des genres avec la politique. Et plus encore aujourd'hui? Plus encore, je ne sais pas. Je n'ai pas souvenir dans les années 80 de supporters manifestant dans les rues de Bastia ou d'Ajaccio, d'incendiants. C'était pas la peine parce qu'il y avait un mouvement nationaliste fortement revendicatif dans la rue. Il y avait des mouvements clandestins. Enfin, à l'époque, il y avait un mouvement clandestin. Il n'y avait pas de passerelle avec les clubs de foot, pas le sentiment. Non, mais ça ne pouvait pas exister parce que le mode de supporterisme n'était pas du tout celui d'aujourd'hui. C'est ce que nous disions tout à l'heure. Les mouvements ultras peuvent porter, et portent en général une revendication qu'on dira politique, pour faire vite. Ce n'était pas du tout le cas autrefois. Et il n'y avait pas besoin. Aujourd'hui, la revendication... on appellera ça nationalitaire, si vous voulez, c'est transformé, et donc les clubs de supporters peuvent devenir effectivement ceux qui portent. Hier, il y avait d'autres porteurs. Ceux qui portent ou ceux auxquels on demande de porter? En clair, est-ce que ces groupes, ils peuvent être à un moment donné instrumentalisés, manipulés? Voilà, le problème, il est là, et il n'existe pas, et je ne vais pas me lancer dans des délires, il n'existe pas de travaux. J'ai fait soutenir il y a quelques années un mémoire de master sur les groupes de supporters, notamment sur Bastia 1905, mais c'était en 2012-2013. C'est le seul travail qui existe. Donc ce qui manque, et ce que je voudrais faire dans le prolongement de la journée des supporters que j'avais faite en avril, c'est véritablement essayer de persuader mon université, de me donner un peu d'argent, pour mener, avec d'autres universitaires, une enquête de terrain sur le long terme auprès de ces supporters. C'est-à-dire, voilà, qui sont-ils ? Que veulent-ils? Comment s'organisent-ils? Quels sont leurs modes réels de fonctionnement? Et produire véritablement une étude. Sans cette étude-là, on peut conjecturer tout ce que l'on veut, on reste dans le flou. Dans le sentiment. Dans le sentiment. Mais il nous faut des outils. Il faut des outils. Mais selon vous, il n'y a pas de manipulation? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de manipulation, mais je pense qu'ils sont suffisamment... les groupes ultras sont... Vous savez...
les groupes ultra fascinent aussi les politiques, justement parce qu'ils sont organisés, structurés et capables de réagir très vite. Et trop souvent, on pense qu'ils sont manipulés alors que c'est eux qui attirent les politiques, plus que le contraire. Mais il faudrait des enquêtes de terrain pour chez nous. C'est le moment de découvrir votre contradicteur, Didier Rey. Il s'agit donc d'Olivier Minigogne, qui est le président du GFC Ajaccio. Messieurs, vous allez avoir 10 minutes pour débattre. Olivier Minigogne, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Didier Rey. Bonsoir, ça va. On se connaît. Oui. C'est toujours très agréable Oui, de partager quelques moments et quelques idées sur le football notamment. Mais, écoutez, monsieur Rey, vous avez toujours des analyses très, très pertinentes et sincèrement, je les trouve toujours très intéressantes. Simplement, je dirais que pour apporter quelques précisions, quelques contradictions à votre analyse, vous faisiez référence à je crois, un article de Victor Siné il y a 50 ans sur le football insulaire et la démultiplication de clubs insulaires en Corse, eu égard bien évidemment à la démographie et déjà à l'activité économique certainement ou aux infrastructures qui avaient déjà un retard très important. Voilà, simplement aujourd'hui le football il y a 50 ans n'est plus du tout le même, vous le savez. Aujourd'hui, les clubs professionnels sont dotés de ressources très importantes qui s'appellent les droits télé. Vous le savez. Si on prend l'exemple pour Ajaccio, puisque se pose toujours la question de savoir si avoir deux clubs à Ajaccio, deux clubs professionnels à Ajaccio, c'est viable ou pas. Voilà, aujourd'hui, les deux clubs professionnels de la ville, la C et le Gazélec, bénéficient grosso modo d'une dizaine de millions d'euros de droits télé annuellement en Ligue 2 pour la saison écoulée. Alors moi, très simplement, si aujourd'hui il n'y avait qu'un seul club à Ajaccio, 1+1 ça fait pas 2, et le club ne bénéficierait simplement que de la moitié de cette somme. Et je doute que, au travers de partenaires privés ou institutionnels, il arrive à recouvrir les 5 ou 6 millions d'euros perdus pour la vie et l'activité économique de la ville. Voilà, donc c'est déjà un premier point que je souhaitais aborder avec vous, savoir votre analyse à ce sujet. Comme vous voulez. Bon, donc, oui, bien sûr, vous avez tout à fait raison. Le football que décrivait Victor n'est pas celui d'aujourd'hui. Effectivement, aujourd'hui, les clubs professionnels peuvent vivre avec les ressources, comme vous l'avez justement énoncé. Après, la question, c'est de savoir, c'est possible, est-ce que c'est souhaitable pour l'avenir du professionnalisme en Corse? C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, la réflexion à mener, c'est justement quel professionnalisme pour la Corse? Est-ce qu'on doit avoir 3 clubs, finalement, comme vous l'avez dit, 1, ou est-ce que les 3 clubs doivent essayer, je ne sais pas comment, ce n'est pas à moi de le dire, c'est juste une question de poser comme ça, de travailler ensemble. C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible, d'abord qu'ils travaillent ensemble, est-ce qu'il est possible qu'il y ait une sorte de coopération, de manière à ce que les clubs corses ne soient pas toujours à la limite, sportivement, de l'effondrement. Cette année, la CA s'est sauvée de justesse, le CAB a été condamné, même si ce n'est pas le football professionnel, enfin c'est plus le football professionnel. Le Sporting est descendu. Seul le Gaz, finalement, a fait une saison tout à fait méritante, puisqu'il s'est fini dans la première partie du classement. La question, en fait, elle est là. C'est pas tellement, vous avez raison, c'est pas tellement une question d'argent. Parce que l'argent, par les droits télé, par des sponsors, on peut effectivement trouver l'argent. On a des cas dans le championnat d'Italie, dans le championnat d'Angleterre, dans le championnat d'Espagne, de clubs de villes moyennes. On appellera de petits clubs. On a Sassuolo en Italie, même si derrière il y a le patronat italien. Bon, on a eu Leicester d'une certaine manière en Angleterre, on a Eibar en Espagne, on a vu des clubs qui étaient montés en Serie A italien, qui étaient Carpi et Frosinone, mais qui sont redescendus presque aussitôt. Donc à un moment donné, la vraie question c'est ça. Quel avenir pour le professionnalisme? C'est ça, je crois, la question à poser. Après, effectivement, on peut avoir toujours trois clubs. En même temps, on sait que, en maintenant, et vous avez raison, 1+1, ça ne fait pas 1, ça ne changera pas. Vous avez raison, il y aura une perte financière, tout à fait raison de ce côté-là. Après, sportivement, cela condamne les clubs corses à vivoter éternellement. C'est-à-dire que, je crois que les dirigeants en sont conscients, et vous le savez bien, les résultats d'hier, les titres d'hier appartiennent, à mon avis, définitivement au passé. La structure du professionnalisme aujourd'hui
fait que, hormis peut-être un coup d'éclat en Coupe de la Ligue, en Coupe de France, mais pour le reste, je crois que c'est fini. C'est-à-dire que... C'est votre avis, Olivier Ménicone ? Écoutez, partiellement, je dirais, puisque de toutes les façons, le football insulaire a connu des cycles avec des performances très importantes. On sait que depuis le milieu des années 80, il ne se passait plus trop grand-chose dans le football insulaire. Le Sporting avait été relégué à cette époque en deuxième division. L'ACA était sorti du giron professionnel et le Gazélec évoluait dans les championnats amateurs. Donc moi je crois beaucoup au cycle positif pour le football insulaire, même si je pense que ces dernières années nous avons largement mangé notre pain blanc. Voilà, mais l'évolution, je pense que on n'est pas là pour. Je pense, et je reviens aussi au thème de la victimisation dont vous faisiez part tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, la bonne question, c'est de savoir si les clubs insulaires ont envie de rester dans le giron professionnel. Voilà. Alors, comme vous le disiez à juste titre, il y a toutes sortes de normes qui se sont créées pour un plan de développement du football professionnel. La bonne question, c'est celle-ci. C'est est-ce que les clubs insulaires ont envie de rester dans le giron professionnel avec les contraintes que cela représente, avec notamment des stades pacifiés, entre guillemets, des développements de ressources commerciales, une qualité d'accueil bien supérieure à ce qu'elle est actuellement. Et là, j'ouvre une parenthèse, on ne peut pas rendre responsables les dirigeants aujourd'hui de ce rattrapage au niveau infrastructure. On est quand même dans les attributions purement politiques et les dirigeants ont déjà beaucoup d'efficacité à ce niveau-là pour mettre leurs outils aux normes, la plupart du temps sur les fonds propres du club. Voilà, là c'était vraiment une défaillance de nos politiques ces 30 dernières années qui a entraîné un retard très important. Mais aujourd'hui, les stades sont des lieux de spectacle et ce retard n'est plus possible et ça demande des investissements colossaux. La bonne question, c'est celle-ci. C'est est-ce que les clubs insulaires ont envie de rester dans le monde professionnel voilà, au travers de toutes les normes qu'on nous impose, etc. C'est ça que je voulais dire exactement quand je disais quel avenir pour le professionnalisme. C'est ça. À un moment donné, il faut réfléchir. Et vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, c'est un spectacle. C'est cela. Et donc, il faut, on disait tout à l'heure, les clubs sont des entreprises, ils doivent être gérés comme des entreprises et offrir des conditions d'accueil qui soient en rapport avec leur objectif, c'est-à-dire vraiment gagner de l'argent, ce qui est normal pour un club professionnel. C'est-à-dire que là aussi, il faut sortir de ce discours, c'est normal qu'un club professionnel cherche à gagner de l'argent et veuille en gagner beaucoup, parce que ça fait partie du jeu. Oui, c'est ça, c'est exactement, on se rejoint donc là-dessus, c'est exactement cela. Après, je peux comprendre qu'il y ait maintenant des termes qui peuvent choquer dans les nouvelles politiques mises en place au niveau de la Ligue de football professionnel. C'est vrai qu'on parle plus de supporters, on parle de clients. Aujourd'hui, les clubs doivent impérativement, surtout des clubs du format des nôtres, doivent impérativement réaliser des opérations de trading, de transfert, pour générer des ressources supplémentaires. Alors, tout ça, il faut l'expliquer, on n'est plus... tout en restant ambitieux, on se doit quand même de créer de la ressource. Et je pense que c'est parfois cela que nos supporters ou nos clients ont du mal à comprendre quand nous sommes contraints de nous séparer de nos meilleurs joueurs pour créer, comme je vous le disais, une recette supplémentaire. Mais aujourd'hui, voilà, on est dans un modèle, le football professionnel a tendance à perdre de son ADN, c'est vrai, l'ADN que nous aimons, que nous avons connu nous en tant que supporters, des stades passionnés, des stades chauds, avec une très belle ambiance. Mais voilà, aujourd'hui, comme je le disais, la Ligue de football professionnel a d'autres objectifs. Peut-être, comme vous le disiez, travailler uniquement avec des grandes agglomérations, ça c'est l'avenir qui nous le dira. Et si à un moment donné, elle mettra des règles tellement rigides pour nous exclure complètement de ces championnats-là, je ne sais pas, moi personnellement, je n'ai pas la réponse. Mais quoi qu'il en soit, je pense que les clubs, et sans vouloir donner de leçons à personne, les clubs aujourd'hui doivent poursuivre leur développement selon le fil conducteur qui est mis en place par les ligues de football professionnel. Très simplement ou autrement, on estime que voilà, le football professionnel n'est pas adapté à nos structures et on s'engage sur notre voie. C'est ça, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vraiment, alors je ne dirais pas des états généraux du professionnalisme, mais ça s'impose, vraiment. Et ça fait 4-5 ans que ça s'impose. Après, il y a le rapport aux supporters. C'est-à-dire qu'il est difficile, parce que ces supporters sont sur ce modèle ultra, sont sur une vision du football qui est celle, on va dire, entre guillemets, d'hier, qui ne correspond plus à celle d'aujourd'hui. Et c'est là qu'il y a aussi un enjeu fort, je pense, pour les clubs, c'est-à-dire de tisser des liens
fort et important avec les groupes de supporters. Ça ne veut pas dire absorber les supporters, les manipuler, les transformer. Non, non. Mais ça veut dire un véritable dialogue. C'est aussi un des enjeux de demain. Parce que dans l'optique de la Ligue, on l'a dit, ce sont des clients. Ça doit rester des clients. Donc c'est très difficile d'harmoniser les deux. Et puis, comme on l'a dit, le fait que les clubs corses soient dans un modèle, pour l'instant en tout cas, qui n'est pas celui de la métropolisation. Il n'y a qu'à regarder quels sont les 5 premiers du championnat de France. Et on voit. Et ensuite, on regarde le classement des 5 premiers clubs, leur classement dans le nombre de villes, première, deuxième, voilà, Monaco étant une exception pour des raisons économiques et autres. Un dernier mot très rapidement, Olivier Miniconi, sur la base de cet échange. Mais écoutez, On a le sentiment que vous êtes globalement d'accord, que vous faites le même constat. Oui, mais je voulais quand même, il était nécessaire à mon avis d'apporter certaines précisions sur ce qu'est aujourd'hui le football professionnel. Et je ne voudrais pas qu'à un moment donné le grand public pense que c'est uniquement la Ligue de football professionnel qui est contre les clubs corses ou contre les clubs ou les petits clubs entre guillemets. Je pense qu'aujourd'hui il y a des échanges qui doivent être établis. Il y a une volonté, quoi qu'il en soit, dans les clubs insulaires de se développer. Bien évidemment, les clubs se développent de manière intense quand les résultats sportifs suivent. Merci Olivier Miniconi d'avoir accepté notre invitation. Nous allons retrouver pour le débriefing Patrick Vinciguer et Guillermo Padovani pour la dernière partie de cette émission. On le disait, moins qu'une contradiction, un constat partagé. Messieurs. Guillaume ? Patrick, je t'en prie. Alors, vous êtes très fair-play, messieurs, ce soir. Alors moi je commence et je trouve qu'à trop vouloir tout justifier, y compris l'injusticiable, ce qui n'est pas le cas de Didier Rey, le supporter s'est effacé derrière le chercheur, à trop vouloir tout justifier, on finit par tout excuser et on conforte le sentiment de persécution de beaucoup supporters, dirigeants, mais aussi des politiques. C'est en quelque sorte la victimisation permanente et ça conduit à déresponsabiliser les gens alors qu'une prise de conscience aujourd'hui est nécessaire, serait en tout cas nécessaire. Je crois qu'à un moment donné, il faut dire les choses clairement. Si l'on prend le cas du Sporting Club de Bastia, les responsables du chemin de croix qu'on a connu ces derniers mois, eh bien ce sont des supporters incontrôlés et incontrôlables. Ce sont des dirigeants contestés et contestables. Ce sont aussi des élus politiques qui, par moments, ont soufflé sur les braises à des fins de récupération. Bref, je pense que l'avenir du foot en Corse, et particulièrement de Bastia, ne peut s'envisager que par une remise à plat, en finir avec la paranoïa et faire sa mue en quelque sorte, mûrir, grandir, avoir un projet et s'inspirer aussi peut-être d'autres disciplines qui ne connaissent pas les mêmes problèmes. Je pense notamment, et on est ici à Ajaccio, au volleyball. Guillaume. Alors, Didier Rey, prophète de l'étude sociologique, notamment du sport et du foot, on a l'impression, malheureusement, alors que le sujet est central aujourd'hui dans la société corse, que malheureusement vous prêchez un petit peu dans le désert. Aujourd'hui, on voit bien les débordements, les questions justement sociologiques extrêmement importantes qui ont totalement pénétré la société insulaire et les problèmes qui en découlent. On n'a pas d'études précises, vous l'avez souligné, sur le sujet, d'études qui pourraient éclairer, notamment au niveau universitaire, mais également au niveau politique, pour enfin de réelles décisions courageuses. Patrick faisait référence justement à cette victimisation. Est-ce que aujourd'hui, cette question politique, cette question universitaire, bon, vous l'avez souligné d'ailleurs tout à l'heure en parlant de l'université, cet appel du pied à votre université n'est pas anodin. Est-ce qu'aujourd'hui, cette aide et ce développement de l'étude universitaire qui doit jouer un rôle absolument prépondérant dans le règlement également, ou du moins dans l'étude de cas sur le terrain, de cas sociologiques justement liés au football et au débordement, est-ce que ces études ne sont pas absolument indispensables pour qu'une bonne fois pour toutes également, les politiques puissent prendre également leurs responsabilités et n'est-ce pas justement la faute aussi des politiques de ne pas avoir à un moment donné tapé du poing sur la table. On pense notamment souvent à des aides qui ont été délivrées, qui sont absolument vitales pour les clubs jusqu'à présent, mais qui ont été délivrées aussi de façon aveugle, si on peut dire. Oui, alors mea culpa aussi, parce que je travaille sur le football, mais
Bon, je ne peux pas tout faire, j'y arrive plus. Et c'est vrai que ça fait des années que je prêche. Après, il y a un problème. Bon, il y a deux problèmes, entre guillemets. Le premier, c'est qu'un universitaire est vu, comment dire, comme quelqu'un d'extérieur au monde du sport, donc on ne l'écoute pas. Voilà, il n'est pas, finalement, ou alors on l'écoute peu. Et le second point, c'est vrai, c'est que je dirais, moi, le premier, en tant qu'universitaire, on a failli. C'est-à-dire qu'il faut, je crois vraiment, là, la journée du 7 avril, je l'avais organisée comme une sorte de prise de contact avec les supporters. Mon idée, c'était déjà de travailler avec eux, c'est-à-dire de les inciter déjà, j'en avais parlé, aussi bien avec les Ajaxiens que les Bastiais, de publier, parce que les deux, Lord Siribedi et Bastia 1905 existent depuis au moins une dizaine d'années, de publier leur histoire, c'est-à-dire de publier leur récit de vie. Ça, c'est déjà une première chose. Ce n'est pas suffisant. Je crois qu'il faut vraiment, maintenant, une enquête. Cette enquête de terrain, il faudrait la mener. Alors, il ne faut pas que je sois seul, évidemment. À l'Université de Corse, il y a quand même quelques enseignants qui sont aussi intéressés par la question. Aider, c'est pour ça qu'il faut un peu d'argent, aider par des universitaires spécialisés du bassin méditerranéen et des groupes ultra, notamment méditerranéens, si on veut bien comprendre ce qui se passe. Et cette enquête-là, comme les travaux que j'ai menés sur le football, comment vous dire, je publie en Corse. J'ai publié aussi dans des maisons d'édition étrangères. Mais à la limite, ça ne m'intéresse pas. Je travaille et je publie pour que ça serve ici, pour que ce que je fais soit utile à notre société. Et je crois que cette enquête, elle doit être menée maintenant, elle doit être menée pour être mise à la disposition du monde politique. Il en fera ce qu'il en veut. Nous aurons fait notre travail. Au-delà... Didier, j'ai bien peur que les études, les enquêtes ne suffisent pas. Comment sortir de la situation actuelle? Je parle notamment du Sporting, où l'on termine une saison avec 2 jeunes qui se retrouvent en prison. Vous imaginez l'incongruité de la chose? Alors qu'ils devraient préparer leur bac, ils sont en prison en raison du foot. Comment on sort de cette situation? Nous avons des étudiants en prison, là, qui vont passer les examens, notamment en histoire. Je vais préparer les examens. Et je crois que c'est justement par ce dialogue, c'est-à-dire que ce que j'aurais voulu entamer, ce dialogue avec les supporters, leur récit de vie, ce n'est pas seulement les faire s'exprimer, mais c'est aussi essayer de les mettre en synergie avec les responsables de clubs, les responsables de ligue, les hommes politiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudrait peut-être aussi une sorte d'organisme, je ne sais pas. Alors, une motion a été soumise hier à l'initiative de Jean-Guy Talaboine, du président de l'Assemblée de Corse, qui a été voté à l'unanimité, mais qui appelle à l'apaisement. Oui, qui appelle... Bon, après, pour apaiser, il faut être deux. Ça mange pas de pain. Non, ça mange pas. Mais je vous dis, c'est mettre ensemble les personnes concernées. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi écouter ces jeunes qui sont toujours en première ligne, qui sont finalement... qui paient les pots cassés. Et ce sont des jeunes gens qui ont forcément une impression de grande injustice, et entre guillemets, qui sont donc amenés à se radicaliser. Je crois qu'il faut effectivement que les choses se calment dans le bon sens du mot. Mais il faut mettre ensemble les gens. Et les enquêtes, vous avez raison, elles ne suffisent pas. Mais sans les enquêtes, sans le contact, sans la discussion, on ne sait pas qui est qui. Et si on ne sait pas qui est qui, l'analyse est impossible. Et s'il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de solution. Aujourd'hui, globalement, quel avenir pour les clubs corse? On l'a vu, il y a un nouveau modèle économique qui est initié par la CTC, qui tend vers le 0 € de subvention. C'est une façon de responsabiliser les clubs, mais en même temps, c'est une somme, justement, des ressources absolument indispensables. Est-ce que la solution se trouve là? En partie peut-être, parce que depuis des années, finalement, les clubs ont été souvent sauvés par l'argent public. Et à l'heure actuelle, je ne pense pas que ce soit quelque chose de pertinent. Parce qu'effectivement, les clubs vont devoir être amenés, c'était très bien dit tout à l'heure, M. Ménégogne, il faut que les clubs trouvent eux-mêmes leurs ressources. L'argent public doit servir à être au service du public, mais pas au service d'entreprises privées. Et aux infrastructures. C'est ça, au service du public, c'est aux infrastructures. Et pas au service du club privé, ça, des intérêts privés. Même si ces intérêts privés ont une retombée économique sur place, mais... ça fait partie... Bastia, par exemple, c'est 120 emplois. Voilà, c'est ça. Donc il faut que... c'est au club, je pense, de trouver progressivement des ressources adéquates. Après, c'est vrai, ça posait la question de tout à l'heure. Dans un environnement économique qui est celui de la Corse, qui est un environnement économique quand même mauvais. Donc c'est pour ça que je disais, ça fait 4-5 ans que je le dis, peut-être des états généraux du professionnalisme en Corse. Il faut réfléchir à quel modèle pour nos clubs, pour demain. Sans quoi, eh bien, on va continuer dans ce schéma-là, avec toutes les incohérences que ça peut provoquer.
Qui doit prendre l'initiative de ces états généraux? Ce sont les fédérations, les clubs eux-mêmes, les politiques? Oui, ce sont les premiers concernés, je pense. C'est pas à moi de le faire. Moi, je ne suis que modeste universitaire, donc c'est certainement pas à moi de le faire. Nous, tout ce qu'on peut faire, comme je vous le disais, c'est mener ces travaux de terrain et mettre à disposition des outils qui peuvent aider les décideurs. Mais on n'a pas à aller au-delà, ce n'est pas notre rôle. Cela dit, par rapport à ce que disait Guillaume, je pense que la diminution du financement public est plutôt liée à une rigueur budgétaire qu'à un projet. Hein. Aussi, probablement. Est-ce qu'il y a une synergie, question de néophyte, est-ce qu'il y a une synergie aujourd'hui entre les clubs professionnels insulaires? Est-ce qu'ils tirent tous dans le même sens? Est-ce qu'ils partagent? Est-ce qu'ils ont des intérêts communs et les font valoir? Ou pas? Non, je ne pense pas. Enfin, là, encore une fois, il faudrait travailler sur la question, mais en tout cas, on n'en a pas l'impression. C'est que chacun a l'air de vivre un peu, finalement, sa propre vie. Et c'est ça aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est ça aussi qui est en question à un moment donné. Mais comment mettre les intérêts en commun sans fusion? Par exemple, notamment à Ajaccio. Comment on peut parler de façon un petit peu évasive d'intérêts communs, de travailler ensemble, mais comment est-ce qu'on travaille ensemble si on ne fusionne pas? Peut-être là, c'est justement des choses à faire, à réfléchir. C'est là-dessus, je crois que les clubs doivent se rapprocher et réfléchir. Par exemple, au niveau de la formation, est-ce qu'il n'y a pas des moyens qui peuvent être mutualisés? Ensuite, le club le mieux placé, je veux dire, dans un échelon supérieur, est-ce que finalement l'autre, à un moment donné, ne doit pas travailler aussi pour aider ce club le mieux placé? Et les choses peuvent changer. Je ne sais pas, ça c'est vraiment des éléments strict au professionnalisme qui concerne, alors pour le coup, vraiment les spécialistes. C'est à eux de réfléchir, de voir ce qui se fait peut-être ailleurs. Dans d'autres pays, dans d'autres régions, comment ça fonctionne. Regardez un peu ailleurs, en Europe, et notamment en Méditerranée, des clubs dont nous sommes les plus proches pour le mode de fonctionnement. C'est là-dessus que ça doit se jouer. Mais là, encore une fois, moi, c'est pas mon rôle. Merci, quoi qu'il en soit, Didier Rey, d'avoir accepté notre invitation. Messieurs, merci. C'est la fin de cette émission. Ce sera également la dernière de la saison. Vous l'aurez remarqué, Jean-Vitus Albertine m'a laissé le soin d'évoquer un sujet qui m'est particulièrement familier. Je ne l'en remercie pas. Passer cette plaisanterie, c'est l'occasion de remercier pour le coup toutes les équipes de France 3 Corse. Une mention à Laurent Vincenzini pour son aide sur ce numéro. Contraste et Jean-Vitus Albertine y reviennent dès le mois de septembre. Dans l'intervalle, la rédaction de France 3 Corse via Stella vous donne rendez-vous pour l'ensemble des débats et des soirées consacrées aux débats législatifs, aux élections législatives. A ringraziare e buonasera a tutti.